DEIA est heureux de vous présenter l'émission Parcours. DEIA, partout où la technologie crée de la présence et du lien. Bonjour à tous, bienvenue sur A News Workwell. Les plus belles carrières de l'environnement de travail et de l'immobilier d'entreprise se livrent dans Parcours. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir une jeune femme qui manie aussi bien le juridique que la conduite de changement de projet, puisqu'elle a été avocate avant de s'épanouir dans l'univers de l'environnement de travail et de l'immobilier. C'est la directrice de la transformation et innovation workplace du labo Ipsen. Bonjour Catherine Guizol. Bonjour Alexandre. Merci mille fois d'être sur notre plateau. Avec plaisir. Et la traditionnelle question d'ouverture de cette émission Parcours, c'est de savoir où sont nés mes invités et où est-ce qu'ils ont passé leur enfance. Alors, je suis née dans le sud de la France, à Cagnes-sur-Mer, Oui. qui se situe entre Antibes et Nice. J'y ai passé tous mes étés jusqu'à peu près mes 20 ans et j'ai grandi petite fille jusqu'à l'âge de 5-6 ans au Gabon, avant ensuite d'être scolarisée en région parisienne. Donc j'imagine que c'est un lien avec vos parents, le Gabon. Qu'est-ce que faisaient vos parents justement ? Absolument. Mon père était géologue de formation et travaillait pour le Bureau minier français. Et au Gabon, là où moi j'ai grandi, il dirigeait une mine d'uranium dans une petite ville qui s'appelait Oklo. Et alors quand vous étiez petite, vous rêviez d'être docteur, princesse, chanteuse ou autre chose ? Eh ben, j'ai un peu oublié tout ça. Ce que je sais, c'est que petite, déjà, j'ai eu la chance de beaucoup pouvoir crapahuter, notamment derrière mon père. Pour accéder à la mine, il y avait un fameux pont en corde à prendre qui traversait une jolie rivière plus que agitée. Et j'avais pas le droit de le prendre, évidemment, petite fille. Donc, il y a beaucoup de souvenirs autour de ça. Et voilà, j'ai eu la chance après, au travers de beaucoup d'opportunités liées à mon père, de visiter des endroits très insolites. Et ça a forcément fait grandir en moi sans doute beaucoup de caractéristiques qui me concernent. Et ça ne vous a pas forcément donné le goût de l'aventure, d'en faire un métier ? Alors, d'être géologue, non, Ouais. très clairement. Je ne suis pas très scientifique, je suis plus une littéraire. Ouais. Par contre, en permanence découvrir le monde, j'ai une vraie soif en permanence de nouveautés, de découvertes. Et ça, c'est sûr, ça vient de lui. Alors qu'est-ce qui fait que finalement vous ayez choisi de faire des études de droit ? Qu'est-ce qui vous motivait à l'époque ? L'histoire est assez banale et presque drôle dans une certaine mesure. J'ai 2 sœurs plus grandes. Elles étaient beaucoup plus scientifiques que moi. Et mon père, comme vous l'avez compris, est ingénieur de formation qui avait fait les centrales, les mines, était aussi très scientifique. Et donc quand il a découvert que sa fille, à l'issue de la seconde, était pas tellement scientifique et elle est plutôt orientée à l'époque, et oui, désolé, j'ai un peu d'âge, vers un bac B, après ES, économique. Il a été absolument terrifié. Et du coup, ma mère est allée acheter à l'époque un petit guide qui s'appelait « Que faire avec un bac B ?» Elle l'a posé sur son bureau presque en tremblant, et le soir, il l'a ouvert, il a pris le livre, et il a ouvert la première page de l'introduction qui disait « La voie royale pour les bac B, c'est d'aller faire une prépa HEC ». Les prépas aujourd'hui qu'on appelle école ECG, parcours école de commerce. Donc il a lu la première ligne, il a refermé le livre, il m'a regardé, il m'a dit « Donc tu feras une prépa ». Donc j'ai fait une prépa HEC dans un lycée parisien. Ouais. J'ai intégré une école de commerce à Paris qui m'a conduit à me spécialiser en 3e année dans un parcours droit, parce qu'il y avait une professeure incroyable à l'école qui m'a éveillée du coup au goût du droit. Et à l'issue de cette 3e année en droit, de cette majeure, elle m'a dit si tu aimes le droit, tu peux surtout pas te contenter de ça. Et donc elle m'a orientée vers, à l'époque, ça existe toujours, un diplôme juriste conseil d'entreprise qui était couplé à un DESS juriste d'affaires. Aujourd'hui, on parlerait de master juriste d'affaires. Donc je suis partie à Rennes faire une année de droit. Et ensuite, je suis devenue avocat, j'ai passé le CRFPA. C'était une envie de faire du droit des affaires, pas comme beaucoup du pénal ? Alors, ça, c'est très ambivalent chez moi. Je me suis posé énormément de questions. J'ai eu la chance, quand je suis rentrée à l'école d'avocat à Versailles, on était 200 dans cette promo. On était 2 à avoir un job. Donc moi, j'avais un CDI quand je suis rentrée à l'époque à l'école. J'avais cours le vendredi et le samedi à Versailles. Et du lundi au jeudi, je travaillais chez la société d'avocats Ernst & Young. Donc, j'étais vraiment partie dans du droit des affaires, soyons honnêtes. Mais évidemment, avec les cours en école à Versailles, le fait qu'on est formé à la plaidoirie, que j'étais évidemment exposée, et c'était fabuleux, à des ténors du barreau, à de grands pénalistes, je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Ce qui fait qu'après, j'ai travaillé après 5 ans donc, en cabinet d'avocat, et du coup, j'étais volontaire.
pour faire du pénal d'urgence. D'accord. Alors justement, on va en parler parce que là, vous allez très très vite. Dans 3 minutes, l'émission est terminée. En 96, vous êtes avocate et vous êtes avocate au barreau des Hauts-de-Seine et consultante senior chez EY, avocat. Alors en 96, encore junior sans doute. Junior, oui, c'est vrai. Et après, senior, ça vient un tout petit peu après. Un cabinet qui intervient dans le domaine de la fiscalité des entreprises, droit des affaires. Ce job, il s'est fait naturellement, justement. Comment vous l'avez décroché? Oh bah, en fait, j'avais fait, avant de rentrer à l'école d'avocat, déjà un stage dans un autre cabinet d'avocats. Ouais. La société à l'époque d'avocats liée à Arthur Andersen, où déjà ils avaient souhaité me recruter, mais après j'ai préféré passer d'abord mon examen à l'école d'entrée d'avocat. Ensuite, je suis rentrée chez Ernst & Young, ça s'est fait à l'époque assez facilement. On était vite repérés. J'ai suivi l'école d'avocat et du coup, voilà, le job s'est fait très naturellement. Mais je me suis vraiment posé la question dans cette première année de quitter Ernst & Young pour éventuellement repartir presque de zéro et aller faire du pénal. D'accord. Et c'est vrai que dans les choses qui m'ont retenue, je me suis dit quand même, tu as un job, tu as un salaire, tu es parti de la maison. Ce n'est pas toujours évident dans le pénal. Hein. Ah bah, c'est clair, et surtout pour une femme, encore à l'époque. Et je me disais, est-ce que vraiment tu veux faire ça? Donc oui, je ne l'ai pas fait. J'assume, hein, mais je ne l'ai pas fait. Donc jusqu'en 99 chez EY, en 2000, vous passez directeur de mission chez PwC Avocat. Finalement, votre plus belle expérience durant cette période d'avocate, parce qu'on va voir que très rapidement, vous allez passer un petit peu à autre chose, peut-être le dossier le plus marquant? En fait, c'est le pénal d'urgence pendant ces 5 années-là que j'ai retenu aujourd'hui et qui m'anime toujours. Les dossiers que j'ai eus et les équipes avec qui j'ai travaillé ont été très chouettes et m'ont formé. C'est l'école de la rigueur de travailler en cabinet d'avocat. Donc vraiment, je leur suis infiniment reconnaissante ad vitam aeternam. On apprend à rédiger, aussi bien en français qu'en anglais en ce qui me concernait, à évidemment être en permanence en interaction avec des clients tous avec des dossiers avec un intérêt. C'est très varié, c'est très diversifié. Ce qui, moi, me frustrait et qui m'a amené aussi à changer, c'est que finalement, comme on n'est pas rattaché à une entreprise, mais qu'on passe d'un client à un autre, même si on a beaucoup de clients réguliers, du coup, j'avais une sorte de frustration d'être parfois déconnecté de leur réalité économique. Et donc, comme je le disais, j'ai été volontaire en parallèle pour faire du pénal d'urgence. Ça veut dire qu'il faut imaginer qu'une journée par trimestre, à peu près, j'allais passer la journée entière, par exemple, au tribunal à Nanterre, quand j'étais rattachée à Ernst & Young. Et vous arrivez à midi, vous récupérez tous les dossiers qui sont déposés, donc toutes les personnes qui vont être déférées en comparution immédiate, donc qui ont été arrêtées dans les 24-48 heures précédentes et qui vont être jugées immédiatement par un tribunal correctionnel. Et vous récupérez également des dossiers de personnes qui sortent également de garde à vue et qui, elles, sont déférées devant un juge d'instruction pour être mises en examen. Alors oui, c'est du pénal d'urgence avec un avocat commis d'office, absolument. Ça ne veut pas dire qu'après on les suivra pendant tout le procès, mais en tout cas à ce premier stade de comparution immédiate ou de mise en examen, ils ont droit d'être assistés par un avocat. Est-ce que c'est ce qui explique ce que vous me disiez il y a quelques instants, que vous quittiez ce métier d'avocat en 2001? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Pourquoi alors? Je suis passée chez Coca-Cola à l'époque parce qu'ils m'ont fait une belle offre et que j'avais très envie, c'est ce que j'ai mentionné juste avant, de pouvoir passer de l'autre côté en fait et d'être le client et d'être vraiment dans la vie des affaires. Je pense que mon père, pour y revenir, avait notamment semé comme graine le fait d'être un patron d'entreprise, un meneur d'hommes, et ça même si dans le cabinet d'avocat il y a une vraie structure hiérarchique, vous avez parlé de junior, on a parlé de senior, on grandit, il y a une vraie hiérarchie, et aujourd'hui mes camarades qui sont encore là-bas sont devenus tous associés, donc c'est sans doute ce qui m'aurait attendu si moi j'étais restée. Donc on encadre des équipes, on les fait grandir, c'est ce que j'ai vécu aussi comme jeune manager quand je suis passée chez PricewaterhouseCoopers. Mais voilà, moi j'avais envie d'aller côté entreprise. Je savais que je le ferais. Et le pénal, j'étais obligée de l'arrêter également. C'est presque ça qui m'a le plus chagriné. Quelque part, ma robe d'avocat est dans mon placard et elle prend la poussière depuis trop d'années. Alors effectivement, en 2001, ça gaze pour vous, vous passez chez Coca. Quelles ont été vos premières missions en tant que directeur immobilier et fiscal? Alors la fiscalité, c'est vrai que j'ai eu un job très atypique. On m'a confié la responsabilité de la fiscalité pour la France et l'immobilier d'un point de vue juridique. Pas du tout la partie facilities ou même workplace qui n'existait pas du tout à l'époque de toute façon.
Alors les premiers dossiers fiscaux, c'est du classique, c'est la vie fiscale d'une entreprise, hein, c'est de clôturer des comptes, de faire une liasse fiscale, de gérer des contrôles fiscaux. Et Dieu sait que Coca-Cola était évidemment, comme toutes les entreprises, à payer beaucoup d'impôts et à être évidemment audité par les inspecteurs fiscaux très régulièrement. Peut-être ce qui serait plus intéressant, c'est de parler des 3 premiers gros dossiers que j'ai eus en immobilier, qui étaient presque une découverte pour moi. À l'époque, je n'en avais pas tellement fait en cabinet d'avocat. Et en fait, dans la première année, et ça c'est plutôt drôle, parce qu'on m'a demandé de vendre l'usine d'embouteillage de ma ville de naissance, Cagnes-sur-Mer. D'accord. Ouais. C'est quand même énorme. Je suis convoquée par le CFO qui me dit écoute, on a arrêté l'activité dans une des entreprises, dans une des usines d'embouteillage qu'on avait rachetées par acquisition, etc. Donc, il va falloir la vendre. Elle est quasiment déjà vidée de toute activité. Le personnel est déjà en train d'être positionné, etc. Mais voilà, toi, ta mission, ça va être de la vendre. Donc, j'ai commencé à plisser un peu les yeux. Je sentais qu'il allait arriver à ça et je trouvais ça énorme. Et donc, il a fini par dire, elle est située à Cagnes-sur-Mer. Ouais. Donc, je me suis retrouvée devant le maire de ma commune, qui évidemment ne me connaissait pas, mais qui était quand même la ville où j'ai été née et où j'avais grandi en partie tous les étés, à négocier la fermeture d'une usine. Ouais, donc pas facile. Un peu un crève-cœur. Ça, c'était assez. Surtout qu'il y avait un olivier millénaire dans le site de l'usine. Enfin, bon, il y avait beaucoup d'histoires. Et puis, c'était un site où on était à la fois propriétaire de certaines parcelles, d'autres parcelles qu'on louait à des gens depuis la nuit des temps. Donc, voilà, il y avait beaucoup d'émotionnel, pas mal de sujets. Le deuxième sujet, là où j'ai commencé vraiment à faire mes armes en matière immobilière, c'est qu'on était déjà, le siège de Coca-Cola à l'époque était à Issy-les-Moulineaux, au 27 rue Camille des Moulins, et ça devenait trop petit pour l'entreprise en France, l'embouteilleur qui grandissait. Et donc là aussi, il a fallu qu'on trouve des mètres carrés supplémentaires. Donc en fait, on a fait un gros deal avec à l'époque Cisco, qui avait des mètres carrés dans l'immeuble Amiral, qui est un immeuble adjacent. Donc on a en fait troué certains murs, certains étages pour communiquer. Et donc, je me suis retrouvée à me substituer à Cisco auprès d'un grand bailleur institutionnel, alors que je n'avais jamais fait ça. Donc, très formateur également. Et le troisième dossier qui, là aussi, va vous faire un peu sourire, parce que tout est très original, en fait, c'était assez énorme, c'est que j'étais à peine là depuis 10-11 mois. J'avais récupéré un dossier à suivre qui était un contrat de promotion immobilière pour une nouvelle base pour notre activité de distribution automatique en région parisienne. Il fallait que ce site soit livré peu ou prou donc en décembre 2020, c'est 2001, ou voilà. Et fin novembre, mon téléphone portable sonne vers à peine 8 h du matin, un lundi, et je vois s'afficher le numéro de téléphone du promoteur qui était en charge donc, de ce site qui devait nous être livré 10 jours après. Je me dis, je décroche et j'entends « Madame Guizol, on a un problème ». Je me suis dit, OK. Les gens du voyage se sont installés pendant la nuit sur le site. Vous avez 15 roulottes. Ouais. C'est une catastrophe. C'était à peu près ça. Ouais, c'est difficile à déloger. Voilà. Et là, c'est vrai que j'ai soufflé un bon coup dans le téléphone. J'ai dit, OK, j'ai pris quelques renseignements supplémentaires. J'ai raccroché. Je suis arrivée direct chez Coca-Cola. J'ai lancé la gestion de crise que j'ai pilotée, évidemment, avec des gens plus expérimentés, mais pas forcément en matière immobilière. Et à l'époque, on a eu le record du Val-de-Marne. On était sur Fresnes, la commune où les gens du voyage s'étaient installés, puisqu'en une semaine, légalement, sans usage de la force, ils sont partis. D'accord. Et là, c'est là qu'on voit la force d'une entreprise, évidemment, comme Coca-Cola Entreprise, les réseaux qu'on peut avoir, et puis le fait que, évidemment, bien piloter ce type de crise avec bonne expertise juridique, pas que la mienne, il s'est évidemment fait conseiller. On peut faire des choses assez Ça fait partie des dossiers affaires publiques, lobbying, sur lesquels vous avez travaillé, ça ou... Là, on touche à beaucoup de sujets, puisque forcément, on touche à l'image de Coca-Cola. Là, on a parlé avec le préfet, on a parlé avec les forces de police. Il était hors de question d'avoir évidemment recours à la moindre violence. Le but, c'était de trouver la meilleure solution avec les gens du voyage qui ne sont pas là juste pour vous enquiquiner. Non, il y a tout un contexte. C'est sûr qu'il y a forcément des dégradations quand ces personnes s'installent, pas forcément parce qu'elles veulent dégrader, mais parce qu'il faut qu'elles trouvent des prises électriques pour pouvoir brancher tout leur matériel dans les roulottes. Il faut imaginer des tas de choses. C'est vrai qu'il y a des anecdotes énormes là-dessus. Le patron de la partie, justement,
distribution automatique pour qui le site allait être livré, que tu es un bon gaillard Coca-Cola, c'est des commerciaux chez Coca, c'est des vrais. Je l'ai vu rentrer le premier jour l'après-midi parce qu'on est allé sur le site en disant je vais aller parlementer avec le chef des gens du voyage. Je l'ai vu rentrer dans la roulotte du patron des gens du voyage et la porte se fermer et je me suis dit mais va-t-il qu'est-ce qui revenir va se passer, qui va sortir et comment ça va se passer? Puis il est sorti assez vite derrière. Voilà, il avait compris qu'il n'allait pas les faire partir comme ça et il a même conclu en disant tu sais quoi, en plus il a essayé de me vendre un tapis. Donc enfin voilà, c'est une anecdote assez drôle. Et puis donc on a compris le vendredi qu'ils allaient partir dans la nuit du dimanche au lundi parce qu'ils avaient compris que ça allait pas être tenable pour eux. Et ils nous avaient dit, ça c'était encore l'anecdote, que le samedi soir ils allaient inviter quelques copains pour faire un petit barbecue saucisse sur le site. Et là, on s'est dit, OK, ça va pas être simple de tout nettoyer après. Mais voilà, donc c'était quand même 3 dossiers assez énormes quand on y pense rétrospectivement, toute jeune dans l'immobilier. En 2013, vous devenez directeur du projet du nouveau siège social. Alors là, c'est un projet qui est assez intéressant chez Coca-Cola. Le but, c'est que ça soit un siège social inclusif et vert, où on travaille différemment. Ça voulait dire quoi exactement ? Et ça, je le disais déjà en 2013. En fait, ce fameux siège que j'avais déjà contribué à augmenter en termes de mètres carrés, comme je l'ai cité quand je suis arrivée, il a continué à grandir. On a même été prendre des mètres carrés dans l'immeuble encore de l'autre côté. Donc j'avais un gruyère sur 3 immeubles qui faisait à peu près 17 000 mètres carrés. Et en septembre à peu près 2012, le patron de Coca-Cola Entreprise en France me demande de renégocier nos baux qui expiraient à peu près 2 ans après, de prendre un peu d'avance, surtout pour rester au même endroit. Donc je fais le job que je savais faire à cette époque-là, puisque j'avais bien pris l'habitude. Et je reviens avec une proposition de renégo globale sur les 3 immeubles, qui était vraiment une belle proposition. Donc il était satisfait, évidemment, et il était prêt à la signer. Et je me rappelle, je l'ai regardé, on se connaissait bien, hein, et je lui ai dit, je crois qu'il ne faut pas faire ça. Et il me dit, ah bon, tu peux négocier encore plus, encore mieux? J'ai dit, non, là, la négo, elle est au bout du bout. Par contre, on est Coca-Cola quand même, on est sur 3 immeubles un peu vieillissants, il y a beaucoup de bureaux individuels. J'avais jamais fait de workplace, hein, rappelons-nous. Hein. Je me suis dit, je pense qu'il faut qu'on invente une aussi histoire, qu'on fasse autre chose. Et il m'a regardé, il m'a dit, non, mais t'as pas compris, moi je veux pas déménager. Il ne voyait la possibilité d'un move que comme voilà, des cartons, de la pénibilité, de la perte de temps pour les équipes. Il y avait beaucoup d'enjeux commerciaux, stratégiques à adresser, donc c'était pas sa priorité. Et je lui ai dit, écoute, je te garde le deal, t'inquiète, il est là, il est au chaud. Laisse-moi peut-être revenir avec une autre proposition. Il a accepté et je suis revenue assez vite finalement avec la proposition voilà, du siège où Coca-Cola est encore installé aujourd'hui, à Issy-les-Moulineaux également, mais 800 mètres plus loin, dans un immeuble qui était en cours de construction. Et alors ça consistait en quoi, travailler différemment? C'était travailler autrement. J'ai fait tomber toutes les cloisons à l'époque, j'ai enlevé tous les bureaux individuels et j'ai fait ça avec un siège qui a été livré début 2015, donc 5 ans avant le Covid, avec une tagline à l'époque qui était « On va travailler autrement ». Et pour ceux qui se rappellent, il y a toujours des publicités Coca-Cola avec des jingles, vous en connaissez certains, mais à l'époque, c'était drôle. En 2014, le jingle mondial des campagnes Coca-Cola, c'était le bonheur, c'est le mouvement. Donc, ça tombait bien. C'était juste incroyable. Donc, voilà, ça va. Et le côté inclusif et vert, rapidement? Inclusif et vert, on a eu une Marianne d'or du développement durable à l'époque qu'on est allé chercher. On a essayé, voilà, on est allé chercher une certification assez importante déjà en termes sur ces nouveaux immeubles qui étaient en train d'être livrés et puis même en termes d'exploitation. Il y avait des terrasses, on a mis des abeilles, des ruches. Oui, des ruches, pas que des abeilles, c'est vrai, c'est mieux, des ruches. On a eu du super miel d'ailleurs. Voilà, et surtout, on avait déjà essayé de commencer, même si ce n'est pas facile pour des raisons de sûreté dans ces grands groupes, et Coca-Cola est quand même une entreprise un peu emblématique qui peut être facilement exposée, d'essayer de voir comment on pouvait ouvrir un socle du rez-de-chaussée à l'extérieur. Donc c'était aussi ce qui avait intéressé à l'époque pour la Marianne d'or du développement durable qui est donnée par l'Assemblée des maires. Voilà, on avait été un peu novateur déjà sur ce sujet. C'est vous qui avez géré l'inauguration officielle, justement? Alors, avec une équipe. Oui, bien sûr, mais j'imagine que c'est un gros barnum. C'est un gros barnum. L'inauguration officielle, elle a eu lieu en juin 2015. Oui. Donc on s'était installé en janvier. Et c'est vrai que c'était un gros barnum parce qu'on a fait venir les 2 patrons de Coca-Cola aux États-Unis. D'accord. Et il y avait le ministre des Sports de l'époque, M. Caner, parce qu'on a couplé l'inauguration du siège avec le lancement de l'Euro 2016. D'accord. Donc c'était, un gros de football. Donc, c'était un gros sponsor.
dont Coca-Cola est sponsor comme des Jeux Olympiques, absolument. Et c'est vrai que du coup, j'ai fait visiter le nouveau siège avec tout le storytelling qui évidemment était le mien de toute façon puisque j'avais porté le projet au ministre ainsi qu'aux deux CEO de Coca-Cola aux États-Unis, puisqu'il y a la Coca-Cola Company qui détient les marques et puis l'embouteilleur aux États-Unis. Bon, aujourd'hui, c'est un peu différent, mais il y a toujours la Coca-Cola Company et des embouteilleurs. Et c'est vrai que voilà, j'ai fini avec des hugs des deux, pas du ministre quand même. Et voilà, donc oui, c'est only Coke can do it. Pourquoi vous quittez Coca-Cola en 2017? Bah, j'y étais restée quand même pas mal. Hein. Ouais, J'avais vous aviez l'impression fait un peu le tour. d'avoir fait un peu le tour. Ouais. Donc voilà, on s'est quittés très naturellement, très bons amis. C'était une suite logique quelque part. C'était une suite logique, absolument. J'avais envie en fait de continuer à. J'avais trouvé goût au workplace, à l'outil que le workplace représente. J'en voyais vraiment. Voilà, énormément toujours d'attrait. J'avais envie de continuer à creuser et en fait, j'ai eu la possibilité de rejoindre un opérateur de coworking. Alors, justement, parce que vous êtes quelqu'un, on le voit, hein, qui a du charisme, hein, du bagou, du mojo, on pourrait dire, et ça tombe bien parce que vous rentrez dans une entreprise du même nom. C'est un acteur français du marché des nouveaux lieux de travail, effectivement, du coworking. C'est un joint venture, je crois, qui a été créé en 2015. Absolument. En fait, on est venu me chercher parce que donc ça s'appelait Nextdoor à l'origine. Ça a été créé, incubé par Bouygues Immobilier. C'est ça. Et en fait, Bouygues Immobilier, au cours de l'été 2017, a cédé 50% du capital de Nextdoor à Accor. Et donc, c'est devenu une joint venture entre Bouygues Immobilier et Accor. Et donc, à ce moment-là, voilà, il a fallu que Nextdoor, qui était encore une petite start-up, hein, même si ça avait déjà quelques sites ouverts et que ça fonctionnait bien, passe à un cran au-dessus. Donc voilà, il y a eu une volonté des actionnaires et de Bouygues Immobilier et d'Accor de renforcer l'équipe. Donc on est venu me chercher dans ce cadre-là. Ils sont venus vous chercher, effectivement, avec un joli poste, hein, président de développement immobilier disruptif. C'est quoi disruptif? Alors ça, c'était moi. Au début, je suis rentrée avec l'immobilier disruptif, c'était bien moi. Du coup, j'ai eu la question pendant les 3 ans. Et vous voyez, je l'ai encore aujourd'hui. C'était ma volonté, ma vision de me dire on fait de l'immobilier autrement, une fois de plus. Ouais. Voilà. Et donc je me suis dit il faut rajouter un mot qui claque un peu et qui va faire que les gens se posent des questions. Quand on est venu me chercher, on me confiait plutôt, j'avais pas le développement au tout début, c'est venu assez vite, j'étais plutôt en charge d'être vraiment celle qui allait structurer toutes les relations avec les bailleurs pour les sites déjà existants ou pour les futurs sites, faciliter les négociations de par la connaissance que j'avais de l'immobilier. On avait déjà aussi des vues sur l'international. Et puis, on m'a confié l'équipe conception-réalisation des sites, puisqu'après, il faut imaginer toute la vie dans les sites. Il ne s'agit pas que de les citer. Et puis, très vite, on m'a rajouté la corde de développement, donc de rajouter au réseau les nouvelles signatures. Le disruptif, c'était aussi d'être quelque part un peu créatif, novateur dans les lieux que vous alliez imaginer, avec entre autres un concept de restaurant communautaire lifestyle, c'est ça? Ah, alors c'est parce que dans tous les sites qu'on a ouverts, alors celui-là, c'est pas moi qui l'ai signé. Quand je suis arrivée, il venait d'être signé. Ouais. Mais j'ai découvert très vite en arrivant, donc il y avait le Nextdoor qui est devenu Wojo, puisque Nextdoor a pris le nom de Wojo en 2018, 2019 même peut-être, je ne sais plus, que quand ils avaient signé, c'était sur Lyon-Pardieu, Silex 1, ça c'est le nom de l'immeuble qui appartient à Covivio. Ils avaient signé donc des mètres carrés pour faire le Nextdoor, donc un opérateur de coworking, donc des espaces de coworking et puis des espaces pour de travail que les entreprises peuvent privatiser. Donc tout ça c'est de la prestation de service. Et ils avaient signé un socle commerce, brut de béton, hein, comme un socle de commerce, dont l'objectif était d'être un restaurant. Donc on s'est retrouvés à devoir ouvrir un restaurant. Et c'est vrai qu'on a ouvert ce restaurant qui, lui, s'appelle Le Mojo, qui existe toujours. C'est quoi communautaire lifestyle? Communautaire, c'est parce que, comme il était adossé et communiquait avec le tiers-lieu coworking qu'on avait ouvert, ça permettait à mes membres aux membres du site Nextdoor d'aller y déjeuner, voire aller travailler le matin ou l'après-midi. Ouais. Et c'était évidemment ouvert également beaucoup sur l'extérieur. Donc tout le monde, vous pouviez sortir de la gare de Lyon-Pardieu, et puis directement aller travailler là, le temps de votre rendez-vous, etc. Et lifestyle? Lifestyle, parce que, si vous regardez sur Internet, la déco est juste incroyable. Ça, c'est un plaisir dans votre métier? Ouais, je suis très branchée design maintenant, encore plus qu'à l'époque, à force. Et c'est vrai que pousser des codes avec un objectif, hein, pas juste pour faire joli ou quoi que ce soit, mais parce que ça a un sens, parce qu'il y a un usage, et parce que vraiment on peut créer un lieu, une atmosphère, un lieu de vie. Oui, ça c'est vraiment, ça me parle, très clairement. 3 ans chez Mojo, vous quittez Mojo en 2020, pourquoi?
Bon, j'avais déjà fait un joli bout de chemin, 3 ans dans une boîte comme Wojo. Je le referais si je devais le faire, hein. C'est presque 5 ou 6 ans à l'extérieur. D'accord. Donc voilà, c'est ce que tout le monde dit, mais c'était incroyable. Voilà, je faisais partie de la petite équipe du comité de direction, on a fait grandir l'entreprise, j'ai signé beaucoup de sites, on en a ouvert, on fait les choses à 150 à l'heure, avec une équipe jeune, dynamique, très engagée. Donc ouais, non, c'est incroyable, c'est vraiment une très très belle expérience. Vous quittez Mojo pour le bio, laboratoire Ah, le bio, Ipsen. voilà, en fait je me suis dit, il y a Société trop de Coca-Cola, il faut passer dans la santé, à mon avis. Société biopharmaceutique mondiale qui est spécialisée, je crois, sur la mise au point de médicaments innovants en oncologie, donc des cancers. Un peu moins Pas très rigolo, fun. voilà, c'est ça. Rien n'est Maladie fun dans les rare domaines et thérapeutiques adressés par Ipsen, et c'est bien que des boîtes le fassent. Oncologie médicale, maladies rares et neurosciences. Vous êtes directeur transformation et innovation Workplace. C'est quoi le challenge qui vous a attiré? Déjà, c'était un job groupe. Ouais. Donc, mon terrain de jeu n'est pas que la France, puisque j'ai depuis bientôt ça fait déjà 4 ans et demi, bientôt 5 ans que j'y suis. J'ai aussi bien contribué à des projets aux États-Unis qu'au Canada. Ça concerne quoi, 40 pays, une quarantaine de pays? Alors, Ipsen vend ces médicaments, ces traitements dans une centaine de pays dans le monde, et on a des implantations dans une 50aine de pays. C'est ça. Je n'ai pas touché aux 50 pays, évidemment, et puis certains sont tout petits, alors que d'autres sont beaucoup plus significatifs. Oui. Mais j'ai quand même touché aux 3 hubs principaux. Les 3 hubs principaux pour Ipsen, c'est évidemment Paris, on va y revenir après, Boulogne, et on bascule à Paris en juin prochain. Cambridge, Boston, aux États-Unis, évidemment, et puis Londres. D'accord. Ça veut dire que vous voyagez quand même beaucoup, c'est aussi un plaisir, ça? Je me déplace pas mal, c'est fluctuant, parfois c'est beaucoup, parfois c'est un peu moins, et oui, j'aime ça. C'était quoi l'état des lieux au départ, donc il y a 5 ans maintenant? Et qu'est-ce que vous avez développé depuis? Quelle liberté vous avez? On est dans le milieu de la pharmacie, que moi je ne connaissais pas, de la santé, qui sont des milieux, comparés à Coca-Cola, c'est facile à comprendre, beaucoup plus traditionnels, beaucoup plus feutrés, si je puis dire. Avec un âge moyen qui n'est pas non plus le même que alors encore moins que chez Wojo, mais même chez Coca-Cola. Donc voilà, on s'adapte aussi à des cultures différentes. Et ce que moi je voyais quand je suis arrivée chez Ipsen, et c'est aussi ce qui m'a conduit à accepter ce challenge, c'est qu'il y avait vraiment une grande transformation à conduire. Puisque, par exemple, le siège qui va être donc relocalisé à Paris d'ici l'été prochain, va enfin, je dis enfin à mes yeux, adopter les codes du travail agile, du flex office. Aujourd'hui, le siège actuel d'Ipsen, tout le monde a son poste de travail attribué. À Boulogne. La transformation a déjà eu lieu dans beaucoup de pays dans le monde, bien évidemment. Et finalement, le siège français est l'un des derniers à arriver à ça. Donc, il y a un grand changement qui s'augure. Mais les salariés sont très demandeurs. Mais il y a un joli changement qui s'augure dans un bel immeuble, une nouvelle vitrine. Alors justement, ce nouveau siège social, c'est pour bientôt? C'est pour bientôt, comme je viens de le dire, c'est pour avant l'été. Donc on passe de Boulogne à Paris 15e, dans un immeuble qui a fait l'objet d'une lourde restructuration par son propriétaire et qui est dans le 15e, avec une magnifique vue sur le parc André Citroën. Et on sera seul dans ce bâtiment, donc en plus... un immeuble. Qu'est-ce qu'il va y avoir de novateur justement dans ce bâtiment et qui va servir aux collaborateurs? On essaye, moi et toute l'équipe, évidemment de livrer les espaces de travail et les services qui correspondent le mieux aux besoins d'Ipsen, des collaborateurs. Honnêtement, il n'y a pas de recette copier-coller pour toutes les entreprises. C'est le workplace. L'immobilier, c'est vraiment des boîtes à outils. Bien sûr, mais justement, c'est quoi les besoins particuliers dans cet univers et de vos collaborateurs? On voulait incarner, et j'espère que ceux qui viendront le visiter pourront le dire, ce que c'est que voilà, les codes de Science Life, de la pharmacie, du fait d'être tourné vers les patients, etc. Donc, c'est à la fois tech, à la fois très visuel, avec du digital, des matériaux... qu'on essaye d'avoir le plus tech également possible. On a fait des choix, je pense, très esthétiques, très épurés, très, très beaux sur le mobilier qu'on a choisi, puisqu'on a la chance d'avoir choisi beaucoup de mobilier neuf.
Le mobilier qu'on avait, on réutilise le plus de choses évidemment qu'on peut, on essaye d'être le plus responsable possible. Mais voilà, quand on passe, vous allez le comprendre facilement, d'un siège où chacun déjà été installé depuis 15-20 ans, donc voilà, c'est un peu vieillissant. Et puis surtout, quand on est presque chacun avec un poste de travail attribué, vous n'avez pas les mêmes tables, la même longueur de table, etc. Donc c'est pas facile de récupérer tant de choses que ça, mais on essaye de le faire. Et puis on a essayé de créer à chaque étage des destinations particulières pour que les gens du coup sortent de leurs étages et puissent se rencontrer. Plus d'humanité, plus de en tout cas, il va y avoir un énorme lieu de vie au rez-de-chaussée. Ouais. Le rez-de-chaussée, l'intégralité du socle serviciel au rez-de-chaussée, c'est nous qui le concevons à 100%, puisque comme on s'inscrit dans un immeuble seul, le bailleur, c'est pas lui qui s'est occupé de ça. Donc on avait une carte blanche. Et donc on a écrit l'histoire qu'on souhaitait écrire pour les collaborateurs. Vous avez travaillé également sur une application digitale pour les salariés? Alors j'ai mis en place peu de temps après être arrivé chez Ipsen, c'était une demande... Absolument, qui sert à quoi? Qui sert dans différents pays, tous ceux qui ont pu être intéressés, notamment à pouvoir préparer en amont sa journée, réserver les éventuelles ressources dont vous pouvez avoir besoin. Dans certains sites, un poste dans un espace, un parking. Sur le futur siège, l'app servira également à pouvoir réserver pas mal de services possibles. Donc c'est un vrai outil classique de compagnon workplace, qui est un outil du coup qu'on a acheté mais à qui on a donné notre propre nom et qu'on utilise pour les différents pays. Donc c'est notre outil groupe. Pendant votre temps libre, il en reste encore un petit peu. En parallèle, depuis 2022, vous êtes présidente de Cornet Global, c'est ça? Alors, du chapitre français de Cornet Global. Oui, qui est une association américaine. Anglo-saxonne. Qui fait quoi et vous y faites quoi? Elle est vraiment tournée autour du corporate real estate. Et elle a pour objectif de faire grandir la profession, de faire se rencontrer. D'accord. Donc là, c'est du réseau aussi. Oui, c'est du réseau. C'est comme oui, c'est une vraie association. Avec un congrès, avec différents congrès dans le monde. Là, cette semaine d'ailleurs, non, là, ils sont partis. Non, ils partent ce week-end. Il y a le congrès annuel à Singapour pour la partie Asie. Celui IMIA a lieu chaque année au mois de septembre. Le prochain sera à Amsterdam. L'année dernière, c'était à Berlin. Oui, à mes heures perdues, j'anime le petit vous restez board. quelque part en lien avec votre métier, mais vous en sortez sur d'autres engagements, puisque vous faites du parrainage de jeunes diplômés dans le cadre de l'association Nos quartiers ont du talent. J'ai fait ça, je le fais moins aujourd'hui, mais je l'ai beaucoup fait, notamment chez Coca-Cola. C'est une très belle association, Nos quartiers ont du talent, et c'est vrai qu'on vous met en contact en fonction de vos domaines de compétences avec des jeunes qui sont tous vraiment... plein de ressources, très demandeurs, et à qui voilà, vous prodiguez un peu de conseils, de coaching. Parfois, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à faire. Ils ont tellement de talent eux-mêmes que c'est juste un pur bonheur d'échanger avec eux, tellement c'est facile. Et puis parfois, on passe un peu plus de temps avec eux, et honnêtement, il n'y a jamais d'échec. C'est ça qui est assez génial. J'incite tout le monde à contribuer autant qu'il le peut à tout type d'activité associative. Et alors, il vous reste un petit peu de temps quand même pour assouvir votre passion pour le plaisir, comme le dit la chanson, et ça tombe bien, puisque vous êtes une dingue de comédie musicale. Et ouais. Mais une dingue. Vous voyagez dans le monde entier pour voir les plus grandes comédies. Ah oui, je sais où sont les endroits où on peut voir des comédies musicales, et j'essaye toujours, quand je me déplace, si c'est possible, d'aller trouver une soirée pour aller voir plusieurs soirées pour aller. Oui, parce que parfois vous allez loin, parce que on sait bien que Londres est un spot. Alors Londres et New York, j'y suis beaucoup allée, j'en ai vu beaucoup. Voilà. Mais vous allez jusqu'en Afrique du Sud, je crois, pour voir des comédies musicales. Alors je ne suis pas allée exprès en Afrique du Sud, mais il se trouve que quand je suis allée un été avec ma famille en Afrique du Sud, et que quand on est arrivé à Cape Town, on y passait 3-4 jours. Mes yeux se sont portés sur une jolie affiche où j'ai vu qu'il y avait une affiche pour une comédie musicale, qui s'appelle Kinky Boots, pour ceux qui connaissent. J'ai dit quoi? Celle-là, j'ai jamais vue en plus. Donc je me rappelle, j'ai forcé mon mari le lendemain à s'arrêter devant le théâtre. Je me dis, c'est n'importe quoi. Il avait l'air fermé et tout. Je dis, attends, je vais me renseigner, on ne sait jamais. Le théâtre, pas votre mari. Oui, dans le théâtre. Je suis rentrée, et en fait, il y avait quelqu'un qui a levé la tête. On devait vers 11h du matin, et voilà, je suis allée discuter avec lui. Je lui ai dit, voilà, je suis là encore que ce soir. Je me demandais, est-ce qu'il y a encore 2 tickets pour ce soir? Il m'a regardé en se disant, mais rêve. Et puis en fait, il a fini par dire, ok, je vais regarder. Il a regardé, il m'a dit, you're lucky, I've got 2 tickets.
Vous auriez pu être critique finalement de spectacle. Ouais, sans doute, c'est ce qu'on me dit. C'est ce que me disent mes amis qui ont raté ma vocation et que je pense que je me serais bien marrée. Hein. Mais alors, j'aurais jamais été à la maison. Déjà, entre les voyages et les spectacles, j'y suis pas beaucoup. Mais alors, si en plus j'avais été critique musicale, je pense que ça aurait été une belle vie, mais peut-être moins famille. Pour terminer, Catherine, et pour vous connaître personnellement davantage, juste avant de se quitter, le questionnaire de pivot que j'ai un petit peu revisité. Votre mot préféré? Possibilité. Votre chanson préférée? Alors celle-là, c'est ça que c'est. Pour une fan de comédie musicale, ça doit pas être évident. Non, c'est trop difficile. Du coup, je suis sortie un peu quand j'y réfléchis et je vais dire que c'est My Way, mais plus pour les paroles. Chanté par qui? Non, pas chanté par Claude François. Non, par The Voice, bien sûr. Votre drogue favorite? De l'adrénaline. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? Il n'est pas très beau, je ne sais pas si je peux le dire. Bien sûr, vous pouvez le dire. Bah, ça commence par un P, putain. Celui-là, il sort facilement. Je me rappelle parce que j'ai passé pas mal d'été avec une de mes amies allemandes qui apprenait le français, qui venait à la maison. Et elle parlait hyper bien français, c'était impressionnant. Et elle est sortie de la piscine une fois, j'avais dû la couler ou je sais pas quoi. Et elle est sortie de la piscine en hurlant « Putain !» Et mon père a dit « Catherine, faut vraiment que t'arrêtes !» Et j'ai dit « Non, pour une fois, c'est pas moi, c'est elle !» Et elle avait la même intonation, donc tout pareil, donc c'est très moche. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Eh ben, j'ai quand même choisi une femme. Et puis je pense que je ne suis pas très originale, même si je me suis un peu tordu les méninges. Et je pense que ça me ferait plaisir de voir Simone Veil sur le billet de banque. Votre chanteur, chanteuse ou groupe préféré? Alors ça, c'est impossible. Impossible? Ouais, ça, c'est vraiment impossible, il y en a trop. En plus, j'ai des goûts éclectiques. On a parlé de comédie musicale, mais j'ai mes périodes concerts. J'ai été énormément à l'opéra aussi, donc vraiment, c'est trop compliqué. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? Alors, ça, c'est un métier où j'aurais été isolée et sédentaire. Donc, je vous laisse après imaginer ce que ça peut être. Mais voir très peu de monde et ne pas bouger, je pense qu'on m'aurait assassinée. Le film dans lequel vous auriez rêvé jouer? Eh ben, je vais choisir un qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est même en lice pour pas mal de prix qu'il y en a eu. Et le nom m'échappe, ça y est. C'est pas le film de Jacques Audiard? Si, voilà. Et je prends un peu une comédie musicale, je crois. Oui, bah c'est pour ça. Et je prends le rôle de Zoé Saldana, évidemment, qui joue le rôle de l'avocate. Pour terminer, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous l'entendre vous dire? Si tu comptais enfin te reposer, c'est raté. Il y a un sacré comité d'accueil pour toi là-bas. Merci Catherine. Merci Alexandre. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur A News Work Well. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. DEIA est heureux de vous présenter l'émission Parcours. DEIA, partout où la technologie crée de la présence et du lien.